que la démarche des autorités locales, celle du Niger aujourd'hui, répond à une démarche qui se veut assez chronologique? Alors, dans l'ordre des priorités, il y avait ce qu'Amaladi Mendoka appelle la priorité prioritaire, et qui voudrait qu'on s'attardât d'abord sur des sujets assez sensibles avant de s'intéresser à son cas. Mais avant ça, déjà, il faut dire à nos auditeurs, téléspectateurs à nos aussi. téléspectateurs, de lire un bouquin qui est très important pour comprendre les problématiques de la politique sioniste en Israël et dans le monde. C'est un bouquin écrit par Gordon Thomas, Histoire secrète du Mossad, de 1951 à nos jours. Gordon Thomas, Histoire secrète du Mossad, de 1951 à nos jours. Qui est Gordon Thomas? C'est un journaliste d'investigation américain qui vit actuellement en Grande-Bretagne, spécialiste des services secrets et qui a publié 37 livres traduits dans le monde entier. C'est un spécialiste des services secrets. Donc c'est après avoir lu ce livre, parce que je me cultive sur les questions avant de prendre position. J'ai déjà beaucoup lu sur le sionisme, comment le sionisme est né, le rôle qu'a joué Rothschild dans le financement des politiques sionisme, le rôle qu'a joué la Grande-Bretagne, le rôle qu'a joué la Société des Nations, qui en même temps créé ce problème en Palestine, nous créé le problème ici au Cameroun, dans une violation totale du droit international, et le rôle qu'a joué la France, avec la création du Liban et toutes ces histoires. Il faut lire ce livre. Il nous a été envoyé là, à l'instant, par un téléspectateur, je ne donne pas son nom, Gordon Thomas, Histoire secrète du Mossad, de 1951 à nos jours. Il est trouvable, le livre. On l'a, le président Bandala, le professeur Mbelek là et tout, nous allons le lire et je vais l'envoyer peut-être à mon frère, il s'appelle Dacier, je vais envoyer le bouquin. Concernant la question Bazoum, je ne suis pas totalement en désaccord avec ce qu'a dit mon frère, mais je ne tire pas certaines de ses conclusions. Je répète, je ne suis pas totalement en désaccord avec ce qu'il a dit. Je ne tire pas toutes les conclusions qu'il a tirées. Quand j'ai été au courant de cette information, il y a deux sentiments qui m'ont animé. L'amusement et l'agacement. L'amusement parce que je me suis dit, voilà des africaineries. Chef d'État destitué. Après tout ce que nous connaissons sur Bazoum. Chef d'État destitué qui reste dans l'appartement présidentiel. Pour moi, M. Bertrand Tatinda, c'est un problème. Chef d'État destitué, arrêté, en prison, connaissant le rôle que Bazoum a joué, non seulement dans la déstabilisation des pays voisins, et sur son propre peuple, et en Afrique. Monsieur Bazoum est destitué, il reste dans l'appartement présidentiel avec le confort présidentiel. C'est un problème pour moi. Je dis, moi je suis pas au Niger. Je me prononce loin. Je n'ai pas la vérité infuse. Je me pose des questions. À partir du moment où tu n'es plus chef d'État, tu n'as plus à être dans la résidence présidentielle. Même s'il faille qu'on te trouve une résidence de même confort. C'est-à-dire que si c'est un problème de confort pour Bazoum, je crois qu'à Niamey, il puisse avoir une résidence de même confort. Mais il ne peut plus être dans la résidence présidentielle n'étant plus chef d'État. Voilà mon premier problème. Ce sont les africaineries. Le schéma de la fuite. Le schéma de la fuite. En 3 étapes, du moins 4. Première étape. M. Bazoum devait sortir en quelque sorte de son domicile pour se retrouver pas loin du palais présidentiel, attendu par 2 véhicules. Les 2 véhicules devaient transporter M. Bazoum dans les quartiers nord de Niamey. Ce que je suis en train de dire là, c'est la version officielle de l'État du Niger. M. Bazoum, une fois dans les quartiers nord de Niamey, devait être récupéré par 2 hélicoptères d'une puissance étrangère. Je rappelle que le Nigeria, c'est une puissance voisine. C'est une puissance de la CEDEAO. Le Nigeria n'est pas une puissance étrangère. Donc s'il faille parler de puissance étrangère, c'est très certainement la France.
Les autorités du Niger ne se sont jamais privées de prononcer le nom de la France quand il a fallu dire la France. Pourquoi ici ils ne disent pas 2 hélicoptères appartenant à l'État français? Si ce sont des hélicoptères qui appartenaient à la France. Si ce sont des hélicoptères qui devaient appartenir au Nigeria. Parce que s'ils ont cette version des faits, ça veut dire qu'ils ont exactement l'origine à qui appartenait et qui était censé détenir les 2 hélicoptères. Pourquoi ils ne donnent pas cette information? Qu'est-ce qui gêne la transition nigérienne, les militaires nigériens, de cacher l'information? Parce que même le Cameroun peut être considéré comme une puissance étrangère au Niger. Je rappelle que le Cameroun et le Niger sont dans une alliance militaire. Dont nos troupes font des patrouilles communes avec les hélicoptères, comment on va dire que, de patrouilles camerounaises. Est-ce que ce sont des hélicoptères du Cameroun? Moi-même, je serais curieux de le savoir. Est-ce que ce sont des hélicoptères du Tchad? Le Tchad aussi, c'est une puissance étrangère. Il y a, comment je vais dire, le Nigeria. Alors, quel est l'intérêt du Niger à garder un véritable flou autour de ce détail qui pour vous semble être assez capital? Mais vous me posez la question, mais c'est de ça que parle aussi mon frère, et dire que c'est une forme de légèreté même dans le communiqué. Parce que c'est important. Est-ce que, première question pour moi, est-ce que cette question s'est discutée au sein de la haute hiérarchie militaire du Niger et ils ont décidé à l'unanimité de ne pas donner pour des questions tactiques, stratégiques, techniques, je ne sais pas trop, le nom du pays à qui appartiendraient les hélicoptères? J'en sais rien. Mais pour moi, il lui fallut donner ça. Ça peut permettre de comprendre beaucoup de choses. Mais Bertrand Dezenji peut également faire des allocations des avions pour pouvoir mener une opération pareille, sachant que pour la France, si ça s'avérait que c'était la France, on est sur un fil du rasoir et donc forcément mener des actions comme celle-là devait être assez sensible. Je suis d'accord. Moi, j'essaie seulement de m'interroger. Deuxième des choses, j'ai eu de l'agacement. En me posant un certain nombre de questions. De constater que le fait peut être mis en parallèle avec certains autres faits. Je vous donne les autres faits avec lesquels ce fait peut être mis en parallèle. Le président de la transition du Tchad est sur Paris. Il y a la démission de 2 têtes fortes au Tchad. Notamment ceux de l'armée. Pour des faits de sexté. C'est important. C'est important de s'arrêter là. Pas parce qu'il y a la démission. C'est ce qui conduit à la démission. Moi, c'est un problème. J'ai comme l'impression, c'est pour ça que je parle ici en émettant des hypothèses. J'ai comme l'impression que ces deux-là, qu'on démissionne en humiliant de cette façon, ne sont pas d'accord sur certains états de fait. J'apporte moi personnellement, M. Bertrand Tatinda, mon soutien total et indéfectible à ces 2 grandes personnalités et à ce grand militaire tchadien, ministre des Armées. Je lui apporte un soutien. C'est un grand militaire, fidèle aux institutions tchadiennes. Qui sont reprochés sont ne me parlez pas des faits. Vous n'avez aucune enquête. Vous êtes un grand journaliste. Vous n'avez aucune enquête. On a un communiqué officiel. Mais oui, il y a un communiqué officiel. Mais ce n'est qu'un communiqué officiel. Que dit le communiqué officiel? Le communiqué officiel dit qu'ils ont présenté leur démission et que le Premier ministre a accepté leur démission. Et que le Premier ministre, effectivement, salue l'action qu'ils ont. Est-ce qu'il y aurait donc une purge au sein du gouvernement tchadien? Est-ce que ça s'apparenterait à une purge? Ne me posez pas la question. Je vous explique que nous sommes en train de parler du fait de Bazoum. C'est-à-dire la tentative de déstabilisation de Bazoum est mise en opposition avec ces 2 faits. C'est vous qui les convoquez. Je les convoque, je vais plus loin. C'est-à-dire que je convoque le président de la transition tchadienne qui se retrouve à Paris. Tout à fait. Paris, dont nous connaissons le rôle dans la possible attaque du Niger. C'est-à-dire que le rôle qu'a joué Paris pour mettre en mouvement les pays de la CEDEAO pour totalement détruire le Niger. Je rappelle qu'à la tête du Niger sont des militaires
à la tête du Mali, militaire, à la tête du Burkina, militaire, à la tête du Tchad, un militaire. Rien que la solidarité du militaire. Qu'est-ce que tu vas chercher en France, où on a mis la tête du Niger à prix, et où la France met tous les moyens possibles pour déstabiliser le Niger. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Rien que la solidarité des militaires. Parce que lui, il a passé une élection à 2 tours pour être président au Tchad. C'est-à-dire que le président qui est à la tête de la transition tchadienne, c'est un militaire. Est-ce qu'il a passé une élection à 2 tours pour être militaire au Tchad? Est-ce que c'était le général le plus méritant pour être militaire au Tchad? Est-ce que c'était le plus méritant? Il y a la haute hiérarchie militaire du Tchad qui s'est mise en place. Il y a ceux aujourd'hui qu'on humilie, qu'on chasse. Il n'est pas le seul. Qu'on humilie de cette façon. Qui ont décidé que lui, sur sa bravoure sur le terrain, parce que ses amis, les militaires, reconnaissent ceux qui sont braves, par sa bravoure sur le terrain, effectivement, monsieur, prenez vos responsabilités. Il va prendre ses responsabilités, qui va être soutenu par, à l'époque, le président de la DGC de la CEMAC, qui était le président Biya. Et vous avez des collègues à vous, avec qui vous étiez au front, dans une lutte contre le djihadisme, dont vous savez que ces djihadistes sont soutenus par la France, armés par la France. Vous allez en France, quand vos collègues, vos amis, sont en train de se battre pour essayer de sauver le pays. En ce moment, l'armée malienne est aux portes de Kidal pour la grande offensive pour sauver l'État malien. Rien que par une solidarité de corps, une simple solidarité. Les états-majors doivent être chez eux, dans leur pays en disant, chers Maliens, si vous avez besoin de quelque chose, effectivement nous sommes là. Pourquoi? Parce que le Tchad va connaître ça avec le FACT. Et il a fallu la solidarité des pays africains et de la CEMAC pour dire au FACT que vous ne prendrez pas Djamena avec les armes. Comment dans une situation comme ça, on démissionne un militaire, un général fidèle, brillant, fort, républicain, sérieux, auquel les hommes croient. L'armée tchadienne, la force de l'armée tchadienne, c'est d'abord son infanterie. Ce monsieur est populaire dans l'infanterie. Je ne trahis pas un secret ici. Nous avons reçu des messages de l'infanterie. L'infanterie n'est pas contente. Quand on dit ça, on a appelé coup d'État. Non. Ici, il s'agit d'un débat. Ici, il s'agit d'un débat panafricain. Il s'agit d'un débat panafricain. L'infanterie, les hommes de troupes, ils estiment que cette humiliation de leur chef, ça ne passe pas. Un patron couvre d'abord sa hiérarchie militaire. Ils ne sont pas tous vertueux, même au Cameroun. Le président de la République ici a une certaine façon de gérer des questions militaires. Nous-mêmes sur ce plateau, nous avons dénoncé un certain nombre d'agissements dans ce qu'on appelle les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Le comportement de certains officiers, de certains hauts gradés. Le président de la République a une certaine façon. D'ailleurs, il va régler ça ici au Cameroun avec un certain nombre de nominations. C'est-à-dire que de ce qu'on va appeler de mouvements de chef opérationnel sur le terrain. Ça a été la réponse du président de la République. De régler ça comme ça. Et pourtant, et d'envoyer certains même à ce qu'on peut appeler l'état-major administratif. De retirer certains. C'est-à-dire que dans des opérations opérationnelles sur le terrain, en leur mettant dans des états-majors administratifs. D'où vient ce vaillant militaire sérieux. J'insiste. Vous essayez de nous faire le rapprochement entre ce qui s'est passé au Niger. Oui. Parce que effectivement, il y a cette tentative d'évasion. Oui. Et j'ai posé la question, est-ce qu'il ne gênait pas? Est-ce qu'il ne gênait pas? Est-ce qu'il ne gêne pas? Est-ce qu'il n'est pas opposé à certaines méthodes? Première chose, le stationnement de l'armée française aujourd'hui au Tchad est un problème. C'est-à-dire pas un problème seulement pour les Tchadiens, que ce soit un problème pour la sous-région, un problème même pour l'armée tchadienne. Est-ce que la position de ce monsieur sur la présence militaire française au Tchad n'est pas un problème? N'est pas un problème pour une autre hiérarchie militaire tchadienne? Est-ce qu'au moment où je parle, il n'y a pas de désaccords au sein, comment je vais dire, de l'état-major tchadien? Est-ce qu'il n'y a pas de désaccords? S'il y a des désaccords, c'est comme ça qu'on les règle. Livrer aux chiens des réseaux sociaux la vie privée de quelqu'un, l'intimité de quelqu'un,
pas n'importe qui. Là, d'autres choses. Ce fait d'évasion de M. Bazoum, ça ne correspond pas. Ça, je mets toujours les éléments en parallèle. On fait un débat panafricain. Tous ceux qui suivent ce débat peuvent avoir l'idée la plus pertinente et même peuvent avoir le raisonnement le plus pertinent. Vous n'avez pas eu la sortie de M. Juillet. Je dis, vous voyez la destitution, je peux dire que d'un général de qualité au Tchad. Ça ne va pas avec la sortie de M. Juillet. Que vous disiez, M. Juillet? Quand il va faire son bavardage, à la fin, il va vous donner des pays où, d'après lui, il faut s'attendre relativement à la déstabilisation et au coup d'État. Question. Est-ce que M. Bazoum ne représente pas l'enjeu de la déstabilisation? Ça veut dire quoi? On amène M. Bazoum au Tchad et la France fait ce que M. Bandakani a dit un jour ici dans une démonstration. C'est-à-dire que vous faites les coups d'État par anticipation. Comme aujourd'hui, elle n'a pas d'éléments pour lancer un coup d'État d'anticipation parce qu'il y a quand même des patriotes militaires au Tchad qui risquent de dire à Paris que niet, ça ne passe pas. Eh bien, on vous amène Bazoum et on fait un coup d'État d'anticipation pour dire que M. Bazoum s'est retrouvé au Tchad, patati patata, elle instrumentalise, je ne sais pas, une partie de l'armée, elle fait un coup d'État d'anticipation. Et c'est que l'opinion panafricaniste naïve va applaudir et dit que comme Bazoum est au Tchad, on a fait un coup d'État au Tchad. Ça démontre que les panafricanistes, eh bien, faites arrêter M. Bazoum et renvoyer M. Bazoum en quelque sorte. C'est-à-dire que le nouveau pouvoir qui va arriver au Tchad, un nouveau pouvoir, si la France réussit à placer un pion au Tchad, eh bien, il prendra M. Bazoum. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va extrader M. Bazoum au Niger. Ça ne va pas donner, comment je vais dire, une forme de crédibilité à ce nouveau pouvoir. Entre nous, les panafricanistes, il n'y aura pas de débat entre ce pouvoir et panafricaniste. Il n'est pas panafricaniste. Pendant ce temps, ça ne va pas donner du zèle à Paris qui va consolider véritablement un lien au Tchad. Troisième des choses. Pour sortir, Béton. Je ne sors pas. Je prends cette parole, je préfère rentrer chez moi. Prenons les débats de fond aussi. L'international aujourd'hui, c'est des débats, les internationalistes aujourd'hui viennent de 20h à 4h du matin. Je parle, tu sais, si nous sommes turbulents, ils vont attendre. Je préfère parler sur cette question-là, c'est des questions fondamentales. Je dis que le Niger est en alliance militaire avec le Cameroun. C'est une question qui me concerne. Les internationaux vont nous attendre. On aura une heure de plus. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais donc relativement expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à M. Bazoum? On nous explique que M. Bazoum est en état d'arrestation. Quelle arrestation? Que M. Bazoum est poursuivi par la justice. Il est dans les moquettes. Qu'est-ce qu'on reproche à M. Bazoum? Il n'y a pas un juge d'instruction qui peut venir ne serait-ce que signifier les chefs d'inculpation à M. Bazoum. Ces chefs d'inculpation ont déjà été cités. Haute trahison. Dès le départ. Mais oui, dès le départ. Et il est dans résidence présidentielle avec un cuisinier, garde-corps, femme, enfant. C'est-à-dire que vous avez trahi la République. C'est le crime suprême. La haute trahison est au-dessus du coup d'État. Oui. C'est le crime suprême dans un État. La haute trahison, c'est la peine de mort. Mais vous êtes en résidence présidentielle avec femme, enfant, cuisinier, garde-corps, téléphone. Causer avec Macron. Et argent. Parce qu'on explique que ceux qui ont voulu mener l'opération ont forcément été corrompus. Donc ça veut dire que Bazoum a même sa carte de crédit. Oui. Et il peut dire à son cuisinier que va au carrefour de tel quartier de Niamey. Tu me touches cette carte de crédit. Retire-moi 250 millions de francs CFA. Reviens me voir. Moi, même si j'étais garde-corps de M. Bazoum, M. Tatinda, tu n'es qu'un petit garde-corps, un petit militaire. Voilà 250 millions. Laisse-moi aller entrer dans cette petite voiture-là, je vais m'échapper. Je ne sais pas si j'allais refuser. Ben non, vous riez. Oui, mais vous riez. On est ici dans le débat panafricain, on est ici dans les choses sérieuses. On est ici dans le débat panafricain sérieux. Ça veut tout simplement dire que de mon point de vue, dernière question. Pourquoi M. Tchani ne prête pas serment? Beaucoup ont dit que c'était pas
Il n'y avait pas de... Vous êtes son porte-parole. Non, non, je ne convoque... Parce que nous, on pose les questions. Je ne convoque les éléments, non. Je vous relance. Non, ça s'appelle de la relance. J'ai suivi, vous me relancez, je sais pourquoi. Vous êtes un excellent journaliste. Je sais même, je connais les réponses que les gens ont apportées. On lit un peu quand même. Mais moi, je pose la question. Pourquoi, monsieur... Vous savez, on exerce un mandat présidentiel, même si c'est un mandat de transition. C'est le serment qui vous donne le pouvoir. Tout à fait. Pourquoi M. Tchani ne prête pas serment? Quel est le problème? Pourquoi il ne prête pas serment? Pourquoi il ne prête pas serment? Je rappelle que Odingui... Juste une semaine plus tard. Après... C'est une charte de transition qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'il va mettre sa inachevé. Sur un bout de bois. Non, ça n'existait pas. Il mettra sur un bout de bois, mais il dira que c'est charte de transition. Nous, on explique. Mais on peut faire même une rédaction, on peut rédiger même une charte de transition. Même en 10 minutes. Même comment je veux dire que... Dans votre micro, Bertrand, on peut faire une charte de transition transitoire, entre guillemets, laissez-moi parler comme ça, et prêter serment. Mais c'est un problème. On ne joue pas avec ces choses. Les questions du Niger, la sécurité du Niger, il s'agit des problèmes africains. Pourquoi? Parce que quand le Niger a eu ces problèmes, le Mali s'est senti immédiatement concerné. Et le Mali s'est rangé du côté du Niger, en expliquant que si le Niger est attaqué, on rentre dans la guerre. Mais si les enfants maliens, le Niger avait été attaqué, les enfants maliens donnaient leur vie. Les enfants maliens donnaient leur vie parce qu'ils se seraient engagés dans le combat, ils seraient morts. C'est pour ça que je lis la question tchadienne. Parce que le Cameroun est en alliance militaire avec le Tchad et en alliance militaire avec le Niger. Et nous n'oublions pas, quand le papa Déby, notre père, a descendu 2000 hommes au Cameroun, beaucoup de Tchadiens ont laissé leur vie sur le territoire camerounais. Dans la lutte contre Boko Haram, au plus fort, où nos amis nous avaient tourné le dos. France, Washington, vous appelez des amis aujourd'hui qui viennent nous sourire. Ils avaient tourné le dos à l'État du Cameroun. Papa Déby a envoyé ses militaires avec le bataillon d'intervention rapide du Cameroun. Les deux armées vont même se projeter dans la forêt de Sambisa. Quand on expliquait à l'armée du Niger, mettez-vous un peu de côté. Vous êtes certes fort, vous avez le matériel de Washington, vous avez du gros matériel, mais mettez-vous de côté. Ce sont les forces spéciales camerounaises, nos enfants du bataillon rapide, imbattables sur le terrain. Les fanteries tchadiennes, ils vont entrer dans la forêt de Sambisa, monsieur Janvier. Mais c'est tout. Ils vont entrer dans la forêt de Sambisa. On n'entendra plus parler de monsieur Chekao. Chaque semaine, monsieur Chekao. Moi, je suis censuré sur YouTube. Monsieur Chekao n'était pas censuré sur YouTube. Chaque semaine, monsieur Chekao sortait une vidéo et narguait les chefs d'État et annonçait des nouveaux crimes et revendiquait les crimes. Moi, monsieur Tatina, je suis censuré sur YouTube. Vous ne voyez pas la coordination, vous ne voyez toujours pas la coordination des faits. Et c'est en ça que nous disons effectivement que... Bertrand, officiellement, vous allez chuter. Il faudrait, là je chute, oui, officiellement, d'accord. Il faudrait que la transition nigérienne, effectivement, prenne la mesure de ce qui est en train de se préparer. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas pris la mesure. Ils ont tellement pris la mesure que ça a échoué. Parce que ça a été éventré. Ils ont certainement un certain nombre d'informations qu'ils n'ont pas. Mais maintenir M. Bazoum dans le confort pour lequel il était, maintenir l'épouse de M. Bazoum. On veut respecter son ancien rang de chef de l'État. Je vais même plus loin. Je vais plus loin, M. Janvier. Qu'est-ce qui est reproché à l'épouse de M. Bazoum? Qu'est-ce qui est reproché Qu'est-ce qui est reproché au fils de M. Bazoum? On n'a pas encore des éléments en tout cas jusqu'ici. Peut-être la justice travaille dessus. Je voulais apporter un élément. Rapidement, Les autorités nigériennes, il y a quand même un élément. Les accusations que Bertrand, les éléments que Bertrand lève à notre attention sont tout à fait forts d'autorité. Seulement, ça ignore le contexte. Et dès qu'on perd le contexte du Niger, on peut effectivement se mettre à dire que ces autorités sont beaucoup moins, elles sont beaucoup moins décisives, elles sont beaucoup moins dans la contradiction qu'on a observée au Mali. Non, ce n'est pas le même contexte. On est avec un pays où on a failli une guerre. Les gens ont constitué une coalition, on dit qu'on va les bombarder. Je t'arrête tout de suite. Au Mali, il y a une guerre. Toi, tu parles à failli une guerre. Je ne dis le Mali en guerre. Ils ont la même. 40% non, Bertrand, ils ont la même guerre. Bertrand, ils ont la même guerre sur leur territoire, c'est-à-dire la guerre contre les terroristes, mais ils ont eu pire.
C'est-à-dire que la CEDEAO, on a frôlé en tout cas la France, on dit, nous allons constituer une armée pour les bombarder. Ils sont allés bombarder. Du tout. Si nous n'avons pas défendu le Niger ici, il y a eu une soirée, le jeudi soir, le jeudi, vendredi. Ils se sont réunis, non c'était un jeudi. D'accord. La CEDEAO s'est réunie à 19h. Ils ont eu une réunion de 45 minutes. Vous savez, où c'était les Blancs qui étaient dans la salle. Vous savez pourquoi la CEDEAO n'a pas bombardé? Pourquoi? D'abord, par le Mali et le Burkina Faso qui ont ouvert les yeux. Non, à cette période, Bertrand, le jour où la CEDEAO prend la décision, voilà la raison principale. Le Mali et le Burkina, quand la CEDEAO prend la décision, la première décision, le Mali et le Burkina ne sont pas encore dans la danse. Hors de question. On fait une émission spéciale. J'apporte cette précision. J'apporte cette précision parce que les récriminations qui sont faites contre les autorités du général Tchani, moi je trouve qu'elles sont un peu trop fortes. Le général Tchani fait face à une contradiction quand il prend le pouvoir qui est telle que ni le capitaine Ibrahim Traoré ni le colonel Assimi Goïta n'ont vécu. Il y a la menace d'une... Et Bazoum, le traitement que vous faites sur Bazoum. Est-ce qu'il y a une contradiction sur le cas Tchani? Il y a une forte contradiction avec le Niger. Si on perd de vue que le Bazoum va faire l'objet d'une négociation spéciale. Je parle de Bazoum, je ne parle pas simplement du Niger. Je dis Bazoum fera l'objet d'une négociation spéciale. Les émissaires de la CEDEAO qui vont au Niger vont demander des garanties sur le traitement qui est accordé à Bazoum. Et ils vont obtenir ces garanties. Donc, on ne peut pas faire de reproches au général Tchani qui a respecté sa parole. Nous disons qu'un panafricaniste doit respecter sa parole. Si le général Tchani aujourd'hui est dans une contradiction où il doit se montrer intègre, il faut bien qu'il respecte sa parole. Il a dit, je ne vais pas traiter de manière déshumanisée Bazoum. Je vais le traiter comme il faut. Mais il a lui également Bazoum. C'est mon temps. Je ne justifie pas, mais je tiens compte des éléments du contexte. Lui également, vu les éléments de contexte, on rend dans des récriminations. Il n'y avait aucun contexte particulier. La France avait décidé tout simplement de détruire tous ces pays de la CEDEAO. Il n'y avait aucun contexte particulier. Quand M. Goïta arrive au pouvoir, c'est 60% du territoire malien qui sont pris entre les mains du Mali. Quand notre jeune frère brillant, vaillant capitaine arrive au pouvoir au Burkina Faso, il n'y a plus de vie sur 60% du territoire du Burkina Faso. Mais non, il n'y a plus de vie. De la CEDEAO. Quand M. Tchani arrive au pouvoir, il n'y a pratiquement plus de vie au Niger. Quand la CEDEAO va rougir les yeux relativement à Niamey, nous tous nous crions ici que la CEDEAO n'a aucun moyen militaire d'attaquer le Niger. Pire, quand les deux renforts vont arriver, c'est-à-dire que le Mali, par une voie officielle autorisée, et le Burkina Faso vont expliquer, même à Paris, c'est-à-dire il n'était même pas question de la CEDEAO, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas d'armes au sein de la CEDEAO. Je ne veux pas dire certaines choses sur l'armée du Nigeria ici, parce que nous sommes en alliance militaire. Je ne veux pas agacer certains de nos officiers et des responsables politiques camerounais. Nous connaissons ce que vaut l'armée du Nigeria, que vaut l'armée de Côte d'Ivoire. Le président Banakani le dit. Une auberge, il a une expression pour appeler une auberge, une armée espagnole. Que vaut l'armée du Sénégal? C'est quoi le palmarès de l'armée du Sénégal? Ne parlons pas de M. Talon. Donc nous on a dit ici à l'instant que la CEDEAO n'attaquera jamais. Et quand le Mali et le Burkina Faso ont ouvert les yeux à M. Macron, pas la CEDEAO, et dit M. Macron, essayez de toucher le Niger. Essayez de toucher le Niger. C'est là que même Washington a baissé le ton. Même Washington a baissé le ton. D'ailleurs, nous avons donné un ultimatum à Washington. Il continue à appeler M. Tchani la jungle, en criant comme il crie là. Nous lançons dès demain la fatwa sur la base américaine. Sur la base américaine, on demande à Washington de ficher le camp et de partir. De ficher le camp et de partir. Donc nous posons des problèmes de fond. D'accord. On n'a pas de contrat de fidélité avec qui que ce soit. Nous défendons des causes. Il s'agit de faire des choses comme il se doit. Merci. Monsieur Bazoum n'avait pas et n'a pas. Monsieur Bazoum est devenu aujourd'hui même un enjeu, c'est-à-dire un enjeu de la déstabilisation en quelque sorte du Tchad et en quelque sorte véritablement du Niger. D'accord. Entre autres, dernière question. Vraiment, dernière en 30 secondes, Bertrand. Oui. Qui tient l'autre? C'est la France qui tient M. Bazoum ou c'est M. Bazoum qui tient la France? À vous de nous le dire. Hein? Mais c'est une question un peu compliquée. Parce que la déstabilisation du Mali et de Burkina Faso, M. Bazoum n'en sait pas un peu.
un procès Est-ce qu'elle a été orchestrée depuis le Niger? Un procès de M. Bazoum. Un procès de M. Bazoum ne va pas nous en apprendre un peu. Voilà même ce que nous recherchons dans ce procès. Est-ce que vous êtes donc sûr? Parce que moi, je l'avais dit ici. L'armée nigérienne, on ne peut pas résumer l'armée nigérienne forcément. Il y a eu des militaires nigériens qui, dans le passé, ne se sont pas bien comportés. Vous ne vous souvenez pas des déclarations de certains officiers nigériens? Tout le monde au Niger veut véritablement un procès public de M. Bazoum. Je ne viens pas ici s'amuser. Hein? S'il y a des gens qui... Bien, je comprends le frère Batengene. Nous sommes d'accord. Je ne suis pas en contradiction avec lui. Les questions que je pose sont des questions bêtes. Vous pouvez le jurer la main sur le cœur que tout le monde au Niger veut un procès public de Bazoum. Elles ont leur place. Vous pouvez jurer la main sur le cœur qu'une évasion de Bazoum, n'aurait pas arrangé certains, même au sein des forces armées. Sauf qu'on ne peut... Et on ne doit pas poser, professeur Belek, je ne dois pas poser cette question. Parce que c'était agités, fanatiques sur Facebook vont insulter M. Tana, tu n'es pas intelligent. On est c'est non, personne ne doute de votre intelligence. Je m'en fous. On ne discute pas l'intelligence. Je pose juste des questions. Voilà ce que mon frère aussi de Burkina Faso vous posait comme question. Et que nous posons. Ouais. Nous posons. Allez, on va tenter de, peut-être pas de sortir, mais de vous donner la parole, président Badakani, autour de